Bonjour. Bonjour et nouvelle rencontre, nouveau débat dans le cadre de ce programme Un jour, un débat. Et nous avons pour cette seconde journée, deuxième journée des journées francophones de radiologie 2018, nous recevons Catherine Adensbaum dans ce programme et Guillaume Gorincourt. Catherine Adensbaum, vous êtes professeure de radiologie pédiatrique à l'hôpital Bicêtre, c'est donc à ma gauche la PHP. Et à ma droite, Guillaume Gorincourt, vous êtes professeur également, mais vous êtes à la PHM, donc à Marseille. Voilà, les choses sont bien faites, le Nord, le Sud, Paris, Marseille, ça va être un bon débat. Nous allons vous poser une question qui est une question importante, c'est une question que l'on voit immerger dans le monde de la radiologie depuis quelques années, notamment ici, aux journées francophones de radiologie. On nous pose la question, la radiologie va-t-elle, vous voyez l'humour, ressusciter la médecine légale? Catherine Adensbaum et Guillaume Gorincourt, mais Catherine Adensbaum d'abord, pourquoi se pose-t-on cette question ici et maintenant? Probablement parce que la médecine légale est un peu moins choisie par les jeunes, on le constate, et d'où la question. Et quant à la réponse que j'apporterai, c'est que les deux spécialités vont se réinsuffler un petit peu d'oxygène. Alors vous, par exemple, dans votre service de Bicêtre à la PHP, quel est le lien? En quoi vous vous intéressez particulièrement à ce sujet de médecine légale? Quelle est, dans le fond, votre pratique quotidienne et peut-être votre également pratique d'experte, de grande experte que vous êtes sur ce sujet? Alors, j'interviens en particulier dans la maltraitance du nourrisson, où le radiologue est très important. Alors, la médecine légale n'a pas beaucoup d'interaction dans le diagnostic, puisque l'enfant est quand même en général vivant, même s'il est malade. Par contre, comme expert, en deuxième ligne, j'ai beaucoup d'interactions avec les médecins légistes, puisqu'en général, on est en collège d'experts et on communique beaucoup sur les documents d'imagerie, sur l'anatomopathologie quand l'enfant est décédé et qu'il y a eu une autopsie, etc. Vous nous brossez un petit peu le tableau actuel, l'épidémiologie, le tableau actuel de vos petits malades ou de ces enfants qui décèdent à cause de maltraitance. Qu'est-ce que c'est la réalité dans notre pays, dans le monde, en Europe? Enfin, donnez-nous quelques repères. Alors la réalité, je ne peux pas vous la donner en chiffres parce qu'elle n'est pas connue, mais on sait que c'est une pathologie qui est fréquente, qui est sous-estimée, très sous-estimée, et que, par exemple, le syndrome de l'enfant secoué, c'est quelqu'un qui cède à son énervement et qui se met dans un rapport parfois quotidien à secouer très violemment l'enfant parce que cet adulte est excédé par les pleurs et ça aboutit à des séquelles neurologiques majeures quand ce n'est pas le décès. Il y a également possibilité d'infliger des fractures par torsion des membres et ceci survient beaucoup au moment de tous les soins corporels. L'habillage, le changement des couches, où ce sont des gens qui ont des pulsions de violence et ce qui aboutit à des fractures qui guérissent en général sans séquelles somatiques. Il y a des séquelles psychologiques possibles, mais il n'y a pas de séquelles somatiques. Donc voilà, l'enfant maltraité, c'est ça. Le radiopédiatre il doit y penser malheureusement dans son quotidien. Nous n'aimons pas, mais nous devons. Devant une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve. Par exemple, un enfant qui ne marche pas, qui a 5 fractures et qui n'a pas de maladie osseuse, il faut évidemment penser à la possibilité d'une maltraitance et faire en sorte que l'enfant soit protégé jusqu'à la réalité du diagnostic. Dans votre service de Bicêtre, vous voyez des enfants de quel âge à quel âge? Pour ces sujets-là, enfin, de maltraitance. La maltraitance peut intervenir à tout âge, parce qu'il n'y a pas que la maltraitance vue par les radiologues, il y a aussi la maltraitance sexuelle, la maltraitance psychologique, etc. Mais nous, radiologues, radiopédiatres, nous intervenons surtout entre 0 et 2 ans. Surtout. Et pourquoi pas les adolescents, enfin, Parce que nous intervenons surtout pour les lésions cérébrales et les lésions squelettiques. Les lésions viscérales sont beaucoup plus rares et que les particularités du squelette et du cerveau font que ces lésions surviennent surtout entre 0 et 2 ans.
D'accord, on va y revenir. Guillaume Gorincourt, donc, quelle est votre activité? Pourquoi vous vous intéressez autant sur ces sujets? Vous êtes ici aux Journées francophones de radiologie, un des grands experts de ces sujets. L'année dernière, il y avait déjà, c'était vraiment le grand axe du congrès de 2017. Mais enfin, cette année encore, on reparle beaucoup de médecine légale et de vos sujets. Expliquez-nous un peu ce que vous faites. À Marseille, c'est les rafales de Kalachnikov qui secouent les adultes. C'est plus ça le quotidien que ce que voit Catherine. Mais enfin, c'est une belle ville. C'est une ville magnifique. Je vous encourage à venir, Pascal. Ah, je connais bien. Oui. En fait, historiquement, la première fois qu'une radio, qu'un rayon X a été utilisé dans une cour de justice, c'était en 1898. Donc finalement, très tôt après la découverte des rayons X. Et il y a eu un décalage ensuite pour le passage au scanner. Finalement, les patients décédés n'ont pas bénéficié de l'imagerie en coupe aussi vite que les patients vivants, ce qui est un peu normal aussi. Mais une fois qu'on s'est rendu compte que ces techniques pouvaient aussi utiliser la médecine légale, c'est devenu viral. Je dirais aujourd'hui, beaucoup de centres en France utilisent le scanner post-mortem comme un outil complémentaire. Donc oui, il y a une forme de résurrection au sens où, de la même manière qu'un chirurgien ne se lance plus dans une chirurgie complexe sans avoir une imagerie préopératoire, eh bien le légiste va aussi commencer une autopsie, ce qui est un acte complexe, en la préparant par une imagerie en coupe avant l'autopsie. D'accord, il y a beaucoup de bruit ici. On comprend. Je vais sortir le calibre, non? C'est ça. Dites-moi, Guillaume Gorincourt, l'année dernière, surtout l'année dernière, vous nous aviez dit que les Suisses, nos confrères suisses, d'ailleurs c'était les invités d'honneur, étaient très grands spécialistes de ces sujets. Oui, on a encore des Suisses cette année pour la deuxième journée francophone d'imagerie médico-légale. Ils ont été les premiers d'abord à voir la potentialité justement du scanner en utilisation post-mortem et à s'organiser pour avoir des scanners dans les instituts médico-légaux dédiés à la médecine légale. Et ça, c'est le cap qu'il faut qu'on franchisse en France pour pouvoir donner toute sa mesure à cette imagerie, c'est d'avoir des scanners dans les instituts médico-légaux et surtout d'avoir des radiologues avec ces scanners. Alors dans votre pratique quotidienne, dans votre service, quelle est-elle votre pratique? Le matin, on allume la radio et on voit si on aura un patient ou pas. Donc règlement de compte dans les quartiers nord. Je sais que normalement, dans les 3 quarts d'heure qui suivent, j'ai l'appel du médecin légiste. C'est bien sûr la caricature. Et en fait, c'est tout un tas d'utilisations où l'imagerie va devenir indispensable. Un bon exemple, la session dont je sors, les accidents de plongée. On a un littoral magnifique, il y a donc beaucoup de plongeurs et malheureusement énormément d'accidents de plongée. Et typiquement, le scanner a complètement changé la façon d'envisager les causes des accidents de plongée et a remis en cause des dogmes de cette pratique-là. Notamment, beaucoup des causes étaient étiquetées noyades. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une grosse partie de ces noyades étaient en fait pas vraiment des noyades, mais plutôt des accidents, des décompensations cardiovasculaires dues au phénomène, aux modifications physiologiques dues à la pression sous-marine. Alors, Catherine, quand j'ai posé la question à Catherine Adensbaum de savoir pourquoi on parlait de ça maintenant, ici et maintenant, de ressusciter la médecine légale, vous m'avez dit parce que, dans le fond, si j'ai bien compris, les médecins, il fallait un petit peu réinsuffler de dynamisme chez les confrères de médecine légale. Mais il y a peut-être aussi les techniques, non, qui ont changé. Oui, je pense que la médecine légale, elle se redynamise beaucoup en ce moment sur plein de domaines. Il y a eu une présentation, là, par exemple, sur la toxicologie, où il y a des analyses gazeuses qui sont faites sur les gaz post-mortem. C'est complètement révolutionnaire aussi et innovant. Donc le scanner est un outil dans l'arsenal de la médecine légale. Mais en quoi vous intervenez, vous, là, par exemple? Les accidents de plongée? Oui. Par exemple, on va pouvoir cartographier la topographie des gaz dans le corps de manière totalement simplissime, alors qu'à l'époque, les autopsies devaient se faire sous immersion, dans un corps immergé, pour chercher s'il y avait des petites bulles d'air dans les vaisseaux. On fait un scan entier, on fait un MINIP, on reconstruit en forçant les fenêtres aériennes, et on voit où sont toutes les bulles d'air. Ce n'est pas la peine d'aller disséquer les vaisseaux en immersion. Donc on facilite l'autopsie, par exemple. Je reviens vers vous sur ces cas de bébés secoués, de maltraitance. Ce sont, malgré la prévention qui est faite, c'est toujours aussi fréquent, ça l'est plus, ça l'est moins. Quel est le tableau que l'on peut dresser quand même? Parce que c'est toujours très impressionnant comme affaire, ça.
Je ne peux pas vous donner d'idée Oui. précise de la fréquence, parce que c'est un chiffre qui n'est pas connu. On sait que les gens se Mais taisent. pourquoi dites-vous que c'est un chiffre qui n'est pas connu? On ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir en France. On sait tout en France. Comment ne sait-on pas combien Non. d'enfants ont été Non, maltraités? parce que certaines morts étiquetées morts subites sont probablement liées à des secouements, peut-être. Donc, les gens n'aiment Enfin, pas... le médecin généraliste voit bien quand même s'il y a un problème, s'il le voit dans Mais une non, mort subite. le médecin généraliste, c'est très compliqué pour lui. Le médecin généraliste, il est justement en conflit de loyauté. Quand il détecte une ecchymose, par exemple, chez un enfant de 4 mois, s'il a suivi les grands-parents, les parents, voire les arrière-grands-parents, selon Enfin, ça, l'âge j'ai de... du mal à vous croire, de- madame. Franchement. Mais je vous assure que le médecin généraliste, ça lui est très difficile de suspecter un contexte de maltraitance chez une famille qui connaît, On qui sait suit depuis longtemps. On sait qu'il y a une sous-déclaration très On importante. sait qu'il y a une Et on ne sait pas sous-déclaration. chiffrer cette sous-déclaration. Même si elle est obligatoire, c'est très sous-déclaré. Vous nous faites peur, là. Mais j'espère bien faire peur à ceux qui vont écouter. Non, parce que je trouve qu'il y a une responsabilité médicale. J'ai du mal à vous croire. À vous suivre, excusez-moi, à vous croire. Je veux bien vous croire. Il y a une responsabilité médicale, mais au moment où le médecin généraliste peut-être suspectera qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a une ecchymose chez un enfant qui ne bouge pas, eh bien, il est plus facile de ne rien voir et de ne rien dire et de penser qu'il y a peut-être eu un choc plutôt que de déclencher une enquête. Et d'ailleurs, chez les radiologues, ce n'est pas particulièrement le médecin généraliste, mais le médecin généraliste, il a en face de lui les parents. Nous n'avons pas, en général, en face de nous les parents. Nous avons des documents. C'est un petit peu plus facile. Là, vous parlez surtout de votre responsabilité d'expert. Non, je parle du diagnostic. Qui va dire à un moment donné, cette fracture, c'est peut-être pas une fracture accidentelle? Qui va le dire? C'est souvent le radiologue parce que l'histoire n'est pas compatible. Le radiologue ne connaît pas la famille, en général. Donc, le radiologue est libre d'adresser l'enfant à l'hôpital. Un généraliste qui suit une famille, ça lui est beaucoup plus compliqué d'aller ouvrir un couvercle. Et parfois, on ne fait pas de non pas déclaration, mais de déclaration, je veux dire. De surdéclaration. Oui. Alors, la règle, c'est dès qu'il y a Cherche une le terme. suspicion, ce n'est pas de déclarer, mais c'est d'hospitaliser pour réfléchir. Et la déclaration, elle se fait en général à l'hôpital. Je parle des cas radiologiques, je ne parle pas des cas psychologiques ni des violences sexuelles. Donc à ce moment-là, c'est en général pas le généraliste qui déclare, ni le radiologue dans son cabinet. L'enfant va à l'hôpital et là, il reste le temps qu'il faut pour réfléchir. Donc je ne pense pas qu'il y ait de surdéclaration, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais on a encore toute l'enquête pour rétablir la vérité et pour qu'il n'y ait pas de poursuite. D'accord. Est-ce que dans les services de médecine, parce que vous êtes, notamment Guillaume Groincourt, vous êtes dans votre service de médecine à la PHM. Est-ce qu'il y a dans les centres de médecine légale, est-ce qu'il y a également un équipement radiologique aujourd'hui minimum, au moins minimum? Il y a des équipements radiologiques de radiologie standard qui sont là depuis très longtemps. En France, aujourd'hui, il y a probablement 1 ou 2 centres qui sont équipés de scanners. En Suisse, la majorité le sont. C'est l'évolution vers laquelle on doit aller, oui. Mais aujourd'hui, c'est encore balbutiant en France. D'accord. Alors, ce couple médecin radiologue, médecin légiste, ça est amené à collaborer, à plus collaborer. Ça se passe bien. Il n'y a pas de... C'est une collaboration naturelle? Oui, en tout cas, nous, dans la pratique, les légistes sont devenus des correspondants comme les autres. Avant, on avait affaire finalement à eux que dans certains cas très spécifiques, parce qu'il y avait des expertises, etc. Aujourd'hui, comme mes correspondants pneumologues, obstétriciens, etc., je travaille et je fais des réunions avec les médecins légistes dans le cadre d'une collaboration très simple. Oui, alors revenez peut-être un tout petit peu, et ce sera ma dernière question, sur votre propre collaboration avec des médecins légistes. On a parlé des médecins généralistes, mais des médecins légistes? Le médecin légiste, je collabore avec lui essentiellement dans mon activité de deuxième ligne, donc dans mon activité d'expertise médico-judiciaire, où soit il examine l'enfant lorsque celui-ci est vivant, ou alors il a réalisé l'autopsie
la datation anatomopathologique et à ce moment-là, on collabore avec lui dans ce cadre-là. Dernière question, dernière. L'âge osseux, toujours le radiologue, qu'est-ce qu'il en pense? Le radiologue, il pense que l'âge osseux n'est pas fiable. L'âge osseux n'est pas fiable. L'âge osseux n'est pas fiable. Bon, bah écoutez, on restera sur cette conclusion. Merci d'être venu sur notre plateau.